Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures de la semaine. Il y a pas mal de livres qui ont été lus. On va commencer tout de suite avec le premier. J'ai eu l'occasion de poursuivre la saga Son espionne royale. Ici, c'est Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie. C'est de Rhys Bowen et c'est aux éditions Robert Laffont. C'est le 4e tome, donc j'ai pu finir cette lecture. On va retrouver ici le personnage de Lady Georgiana, nommée Georgie. On est à Londres dans les années 1930 et Georgie est mandatée par la reine pour représenter la famille royale lors d'un mariage, un mariage entre la princesse de Roumanie et le prince de Bulgarie. Alors le mariage, la cérémonie aura lieu dans un château, un vieux château en Roumanie. Lady Georgiana va prendre la route, elle va être accompagnée d'un chaperon et de la dame de compagnie de ce chaperon pour se rendre sur place. Elle va arriver dans un lieu un peu inquiétant, assez lugubre, qui n'est pas sans rappeler l'ambiance à la Dracula. Elle va également se rendre compte que la mariée est une ancienne camarade d'école. Elles ont fait avec Belinda leurs études ensemble, mais elles n'étaient pas spécialement proches à l'époque. Donc elle est un peu perplexe quant à sa présence ici au château. Et un soir, lors d'un dîner avec plusieurs membres importants, un des invités va tomber raide mort et en fait c'est dû à un empoisonnement. Ici, l'enquête va commencer. On va retrouver dans cette histoire les personnages de Georgie, bien entendu, mais également de Belinda, son amie, et également de Darcy, qui sera présent également. Et Georgie va s'occuper de mener cette enquête et d'essayer de savoir qui a empoisonné cet invité. J'ai adoré ce roman, ça s'est lu très vite, c'est vraiment des chouettes lectures. J'avais lu les 3 premiers à la même vitesse parce que l'histoire est bien menée, les personnages sont touchants et attachants. Donc l'histoire ici est toujours aussi agréable que dans les 3 précédents, les pages se tournent toutes seules, c'est vraiment un plaisir à lire. J'ai d'ailleurs reçu le tome 4 et le tome 5 en un seul. Le voici. J'ai reçu ça dans le courant de la semaine. Donc on a le tome 5 et le tome 6 dans un seul livre. On a donc Son espionne royale et le collier de la reine, ainsi que Son espionne royale et les 12 crimes de Noël. Je vais poursuivre sur ma lecture, ce sera ma petite lecture pour la semaine prochaine. En plus, avec la seconde histoire, Son espionne royale et les 12 crimes de Noël, ça cadre parfaitement dans les lectures autour de Noël, donc c'est parfait. Livre suivant, c'est celui-ci, Le silence de la ville blanche. Alors, c'est écrit par Eva Garcia Sáenz de Urturi. C'est aux éditions de Noël avec l'autorisation de Fleuve Éditions. C'est une commande Belgique Loisirs qui a été faite par ma sœur. Étant donné qu'elle avait beaucoup aimé ce livre, elle me l'a prêté. Elle a bien fait, j'ai vraiment adoré. C'est une enquête policière. C'est une énorme brique quand même parce qu'il y a ici... Il y a quand même plus de 550 pages, mais ça se lit hyper vite. Je pense que je l'ai lu en 2 fois, et je l'ai lu en 2 fois parce que j'avais des choses à faire. Si j'avais pas eu du travail, je l'aurais terminé en 1 fois. L'histoire est vraiment prenante. La phrase d'accroche qu'on retrouve à l'arrière, c'est quand le passé vient à nouveau hanter une ville. Donc on se trouve dans une ville espagnole. Toute l'histoire se passe en Espagne. On va retrouver le corps d'un homme et d'une femme dans une cathédrale. Alors la mise en scène est assez particulière. Ils sont nus et disposés l'un à côté de l'autre avec chacun touchant la joue de l'autre dans un geste de tendresse. On apprend aussi, chose pas très agréable, que la mort est due à des piqûres d'abeilles qui ont en fait été introduites dans la bouche de ces 2 personnes. Ce crime en rappelle un précédent, donc des crimes qui se sont passés il y a 20 ans. Par contre, le meurtrier est actuellement en prison. C'est donc l'inspecteur Ayala, dit le Kraken,
qui va se lancer dans cette enquête avec son équipière qui est plus qu'une équipière, ils sont vraiment très proches, c'est un binôme qui fonctionne bien, ils se sont toujours fait confiance et il va commencer à mener l'enquête parce qu'il y a quelques années quand le tueur sévissait, il était vraiment presque obsédé par cette histoire et du coup maintenant il va reprendre l'enquête de manière officielle. C'est une enquête qui va être très difficile parce qu'elle va le mettre en danger lui mais également les membres de sa famille et également son équipière. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. L'enquête démarre sur les chapeaux de roue, il y a un suspense qui est présent du début à la fin. Les pages se tournent vraiment toutes seules, on est vraiment intrigué, on apprend constamment plein de choses. Il y a un parallèle aussi avec deux époques, donc on se trouve à un moment donné à l'époque actuellement, au moment où les crimes reprennent et où l'inspecteur Ayala mène l'enquête, mais on a aussi des flashbacks avec les années 1970 où on suit une femme. On comprend pas trop au début parce que cette femme, elle est mariée avec un personnage très violent qui la frappe, qui est vraiment infect avec elle, mais elle est coincée dans ce mariage et elle va régulièrement rendre des visites à un docteur. Et on va aussi en apprendre un peu plus sur la vie de ces deux personnages et au départ on se demande vraiment quelle est la place de ces deux personnages dans l'histoire actuelle. Et puis d'un coup, il y a tous les éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien amené. Le côté psychologique des personnages est également bien étudié, notamment pour le personnage principal, donc l'inspecteur Ayala. On va en apprendre un peu plus aussi sur son passé, sur les traumas qu'il a eu dans sa vie, les traumas qui continuent à l'impacter dans sa vie actuelle. Donc également une excellente lecture. Passons à celui-ci, Le Carnaval des Ombres de R.J. Ellory. Ici on est aux éditions Sonatine. Dans ce livre, nous sommes aux États-Unis, dans les années 1958, à Seneca Falls, au Kansas. Et un cadavre a été retrouvé sous un carrousel faisant partie d'un cirque ambulant. Et le corps représente des tatouages assez particuliers. On a d'ailleurs parmi ces tatouages un point d'interrogation inversé. Pour résoudre cette affaire, on envoie un agent spécial, c'est l'agent spécial Michael Travis. Sur place, il va arriver, il va faire la connaissance des membres de ce cirque, évidemment, la connaissance aussi des personnes habitant dans la ville, donc à Seneca Falls. Il va découvrir un petit peu plus le personnage on peut dire, le directeur du cirque, même si c'est pas son titre officiel parce qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment une hiérarchie bien établie, mais en tout cas c'est lui qui mène le cirque, qui s'appelle Monsieur Edgar Doyle, qui est un personnage assez particulier. On constate que les membres du cirque forment vraiment une petite famille. C'est des personnes qui se connaissent depuis plus ou moins longtemps et qui sont vraiment soudées les uns envers les autres. Il y a également plein de mystères autour de ce cirque et plein de secrets que Michael Travis va essayer de percer. J'ai beaucoup aimé également cette lecture. À nouveau, c'est un livre assez imposant. On a un peu plus de 600 pages. Ça se lit quand même assez facilement. Ici, le mot-clé dans la lecture, c'est vraiment les faux semblants. Donc Michael Travis, le personnage principal, va vraiment devoir faire face à son passé parce qu'il a eu un passé extrêmement difficile, il a vécu des choses traumatisantes dont il n'arrive toujours pas à se détacher. Il essaye de mener sa vie comme il peut en la structurant et en ayant foi en ses principes et ses convictions, mais le tout va être chamboulé en fait au courant de cette enquête. Il va devoir complètement revoir ses certitudes et ses convictions qui juste là en fait rythmaient parfaitement sa vie. C'est un livre qui est très prenant dès le début. Également, l'aspect psychologique est vraiment très très fort travaillé, principalement au niveau du personnage central qui est l'agent Michael Travis.
C'est vraiment hyper bien fait. Moi, j'ai vraiment adoré cette lecture. Ça change un peu des lectures que j'ai habituellement, mais j'ai adoré cette découverte. Et enfin, on va terminer avec ce roman-ci qui est Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoal. On est aux éditions Kalman Levy. Alors, c'est une petite enquête policière aussi, mais c'est plus le style cozy mystery. On se retrouve dans un petit village du Finistère. Et l'événement principal, c'est qu'une personne a acheté la plus belle maison de ce village. Ce village s'appelle Locmaria. C'est une maison qui était inhabitée depuis un petit moment et c'est une femme qui arrive, c'est Catherine Wald, donc Cathy Wald. Elle arrive dans ce village pour changer de vie. On apprend qu'elle était mariée précédemment, qu'elle habitait en Alsace, que son mariage s'est terminé, elle a des enfants qui sont maintenant grands et elle décide simplement de reprendre sa vie en main, de changer complètement d'air et de se lancer dans de nouveaux projets, ce qui fait qu'elle débarque dans ce village. Elle a pu acheter cette maison qui faisait envie à d'autres personnes dans le village, ce qui va créer déjà des petites tensions du coup. Son projet, c'est d'ouvrir un restaurant de spécialité alsacienne. Elle va tout faire pour mettre en place ce projet. Là, elle va faire la connaissance des villageois. Il y a des gens qui vont bien l'accueillir, vraiment très bien même. Et il y en a d'autres qui vont être moins courtois envers elle. Elle a la cinquantaine, mais c'est quand même une jolie femme. Elle a une élégance, elle attire le regard des hommes. En plus, elle est célibataire, évidemment, vu qu'elle est divorcée. Cela va amener des tensions par rapport aux autres femmes du village qui vont la voir comme une menace. Au fil de la lecture, on va découvrir qu'il y a vraiment plein de tensions. C'est un petit village où tout le monde se connaît depuis des générations, mais tout le monde connaît aussi les secrets des uns et des autres, les vices des uns et des autres. On va décortiquer tous ces petits secrets un peu sordides au fur et à mesure de la lecture. Quand Catherine va créer son restaurant, elle va faire une soirée d'inauguration où elle invite évidemment le village, et lors de cette soirée d'inauguration il y a des personnes importantes, on va dire, du village, notamment des personnages politiques. À la suite de cette soirée, certaines personnes présentes vont se sentir mal, au point d'être vraiment très malades. On pense à une indigestion. Le problème, c'est qu'il y a une de ces personnes qui ne va pas survivre et qui va décéder. Évidemment, on va penser que c'est Cathy, la coupable, que c'est elle qui a empoisonné les plats. Il y a une enquête qui va être menée, la police va s'en charger, on va interroger tout le monde dans le village et Cathy va essayer de tout faire pour prouver qu'elle n'est en rien responsable de cet incident. Et elle va essayer aussi de pouvoir réouvrir son restaurant qui est en attendant fermé. Voilà, c'est une petite histoire sympa, amusante. J'ai bien aimé, l'enquête est intéressante. Il n'y a pas un grand suspense évidemment, mais c'est pas non plus le style de ce genre de livre non plus. Je ne m'attendais pas du tout au dénouement. Donc ça a été quand même une surprise jusqu'au bout, ça c'est chouette. Et j'ai bien aimé l'ambiance un peu suspicieuse avec les villageois qui d'un côté sont vraiment ouverts d'esprit et accueillent d'une manière bienveillante cette personne, donc Cathy, et les autres qui restent dans leur retranchement plein de jalousie, d'envie. Enfin, j'ai bien aimé cet aspect en tout cas culturel, on va dire, un petit aspect culturel. Donc voilà, lecture agréable, ça se lit aussi très vite. Je l'ai lu aussi en 2 fois, donc une bonne lecture de manière générale. Pour terminer, j'ai également terminé un manga, donc c'est le tome 9 de l'Atelier des sorciers. Maintenant je suis à jour dans la série vu qu'ils sont tous lus, celui-ci vient juste de sortir. On suit toujours la petite fille Coco qui est passionnée de magie, passionnée des sorts et qui poursuit son apprentissage auprès des 4 autres petites filles
de maître Kieffre, qui est le sorcier. On est de plus en plus dans les intrigues, on se rapproche de plus en plus de tout ce qui est magie interdite et sort interdit. Donc on s'enfonce un petit peu plus dans l'histoire à chaque fois, on découvre un petit peu plus à chaque fois du côté sombre, si je puis dire, de la magie. C'est vraiment une très très chouette saga. Je vais vous parler à présent de mes lectures en cours. J'ai pu avancer sur La Villa aux étoffes, c'est de Anne Jacobs et ici on est aux éditions 10-18. Vous voyez, je suis quasiment à la moitié. J'aime toujours beaucoup, vraiment beaucoup cette histoire qui se passe en Allemagne dans les années 1913 où on suit toujours Marie, la petite orpheline qui arrive dans cette famille bourgeoise qui commence comme cuisinière. Maintenant elle va évoluer, son statut va changer. On retrouve aussi toujours les petites intrigues entre les deux sœurs de la maison, Elisabeth et Katharina, les petites histoires d'amour, les jalousies. On a aussi le frère Paul qui cherche clairement sa voie. On en apprend de plus en plus sur ces personnages, j'adore, franchement c'est vraiment bien, ça se lit tout seul. Donc j'espère le terminer dans le courant de cette semaine. J'ai également commencé celui-ci qui est un livre de Philippa Gregori. Ici on est aux éditions Hauteville. J'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai lu une petite centaine de pages, mais j'aime bien. On se retrouve dans les années 1840 en Angleterre durant la guerre civile entre les partisans de Charles Ier et le Parlement insurgé. Il y a des troubles partout dans le pays, évidemment, dus à cette guerre civile. Et ici, on va se retrouver sur une petite île et suivre une femme qui s'appelle Alinor. Elle est guérisseuse. Son mari vient de disparaître en mer. Enfin, en tout cas, on pense qu'il a disparu en mer. Elle a 2 enfants et elle essaye de survivre malgré tout parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils doivent travailler pour y arriver. Elle essaye de faire au mieux pour ses 2 enfants. Et par un curieux hasard, elle va rencontrer un noble catholique qui s'appelle ici James Summer, qui a pour mission de sauver le roi. Donc tout est censé séparer ces 2 personnages, mais il y a une petite romance qui pointe le bout de son nez, malgré le danger, malgré les différences. Donc c'est assez intriguant. Ici, d'après la 4e de couverture, il est aussi indiqué que c'est l'ère de la chasse aux sorcières. Et comme Alinor se retrouve sans mari et que c'est une guérisseuse, elle a le savoir des plantes. À mon avis, elle va concerner de près par rapport à cette chasse aux sorcières. J'ai vraiment hâte de poursuivre ma lecture. Dernière chose à vous montrer, c'est quelques petits achats. Voici, je suis passée au club dans la semaine et j'ai craqué. J'ai craqué pour celui-ci, L'étrange Noël de Zéro. Donc c'est ambiance évidemment L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'avais déjà lu le manga L'étrange Noël de Monsieur Jack durant le courant du mois d'octobre. Celui-ci m'a intriguée, je ne le connaissais pas. Du coup, je l'ai pris et je vais le mettre dans ma pile des lectures de Noël, donc hivernal et Noël. À mon avis, ce sera parfait. Également un ajout pour ma pile de Noël, c'est celui-ci. On continue dans les Agatha Christie avec le Noël d'Hercule Poirot. J'ai pas lu la 4e de couverture, hein, mais selon le titre, je me suis dit parfait pour Noël. J'ai trouvé un autre Agatha Christie qui est celui-ci, Le crime de l'Orient Express. J'ai jamais eu l'occasion de lire cette histoire et depuis un petit moment, elle me fait envie. Donc j'ai essayé de le trouver. Je suis tombée dessus au club, j'ai pas hésité, donc le voici. Dans les Cozy Mystery, on a Le Corbeau d'Oxford. Je pense que c'est le premier tome, il y en a plusieurs de cette série. Ici, on est aux éditions HarperCollins Poche.
Au niveau de la 4e de couverture, j'ai pas lu l'intrigue. On va regarder maintenant. Donc on voit Oxford 1960. Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter, mais bientôt un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police sont mobilisés. Ça a l'air très chouette. Je vois ici comme commentaire un extraordinaire duo de détectives. Espérons que ce ne soit que la première enquête d'une longue série, tant on a envie de continuer à suivre ses protagonistes. Voilà, il y a des très bons échos. Je suis dans une ambiance policier, cosy mystery. Je me suis dit que ça pouvait bien faire l'affaire. J'ai également acheté La mort d'une sirène aux éditions 10-18 à nouveau. Ici, j'ai lu la 4e de couverture, c'est ça qui m'a intriguée. Donc on a ici un polar gothique dans la veine obscure d'un Jack l'éventreur qui unit bas-fond et classe supérieure dans les rues crasseuses d'une Copenhague fantasmée. Voilà, ces quelques mots m'ont bien tenté. On se trouve au Danemark en 1830. Le corps mutilé d'une jeune prostituée est retrouvé dans le port de Copenhague. La sœur de la victime désigne immédiatement le tueur, Hans Christian Andersen, jeune écrivain qu'elle a vu quitter le bordel la veille. Convaincu de sa culpabilité, la police le jette en cellule dans l'attente de son exécution programmée. Mais grâce à ses relations, Hans Christian obtient d'être libéré pour 3 jours. 3 jours qu'il va alors consacrer à démasquer le véritable meurtrier avant que ne sonne l'heure de sa propre mort ou qu'il ne parvienne à en tirer son futur chef-d'œuvre, La Petite Sirène. Voilà, donc il y a une base du conte de La Petite Sirène, enfin en tout cas il y a une mention du conte de La Petite Sirène. Ça m'a intriguée, vraiment. Je ne sais pas dans quel sens va aller cette histoire, mais je la lirai avec grand plaisir. Et finalement, je me suis décidée à commencer cette saga dont on entend parler un peu partout. C'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Du livre de poche. Ils étaient présents en grand format, mais j'ai préféré me diriger vers le format de poche simplement pour la facilité de lecture. Quand on a un pavé énorme entre les mains qui pèse une tonne, ben, c'est un peu fatigant au niveau des bras et des poignets. Du coup, j'ai préféré aller sur celui-ci, le livre de poche. J'ai pas lu la 7e de couverture. Je préfère découvrir au fil de la lecture. Je ne sais pas trop quand je vais pouvoir le commencer, étant donné que c'est une saga qui a aussi, là c'est le tome 1, mais je ne sais pas combien de tomes il y a déjà sortis. À mon avis, on est proche des 10 tomes déjà sortis, donc j'ai un peu de retard. Je prends le train vraiment loin en marche, mais bon, peu importe. Donc voici. Je vais m'attaquer à cette saga, je verrai bien si j'accroche ou non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite de très belles lectures. Je vous souhaite également une très très belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.